Le fils de mon frère s'est saoulé lors d'une réunion de famille et a dit à tout le monde que j'étais, juste la tante triste qui achète l'amour. La foule a ri, même sa mère. Je suis simplement parti. Quelques jours plus tard, j'ai fait quelque chose qui les a poussés à m'envoyer des textos de panique sans arrêt. C'est arrivé à la fête du 60e anniversaire de mon père. La maison était pleine de gens, de musique et d'odeurs de gâteaux. Je me tenais près de la cuisine, tenant un verre d'eau, quand la musique s'est arrêtée. Mon neveu, Noah, est monté sur une chaise. Il avait 22 ans et était visiblement ivre. Il a levé un gobelet en plastique rouge et l'a pointé droit sur moi. Son visage était tordu en un sourire qui n'avait rien d'amical. « Ah tante Mélissa » a-t-il crié en bredouillant. « Tu n'es que la tante triste qui achète l'amour. » Je me suis figé. Je m'attendais à un hoquet de surprise. Je m'attendais à ce que quelqu'un le fasse descendre. Au lieu de cela, des rires ont parcouru la pièce. Ma sœur, Diane, la mère de Noah, a ri le plus fort. Elle a essuyé une larme de son œil, trouvant cela hilarant. J'ai regardé mes parents, Linda et Robert. J'ai attendu qu'ils me défendent. J'ai attendu qu'ils soient des parents, mais ils n'ont rien dit. Ils ont simplement détourné le regard. Dans ce silence, la blessure ne m'a pas brisé. Elle m'a changé. J'ai regardé les gens que j'avais soutenus toute ma vie, et j'ai senti quelque chose en moi se transformer en pierre froide et dure. Avant de nous plonger dans l'histoire, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous en me disant d'où dans le monde vous regardez. Pour comprendre pourquoi les mots de Noah m'ont si profondément blessé, vous devez comprendre qui j'étais avant cette nuit. Vous devez comprendre le rôle que j'ai joué pendant 40 ans. Dans chaque famille, des rôles sont attribués. Cela se produit avant même que vous ne le sachiez. Cela se produit à table, sur la banquette arrière de la voiture, et dans les moments calmes où les parents pensent que les enfants n'écoutent pas. Dans la maison des Hartman, les rôles étaient simples. Diane était la sauvageonne. C'était celle qui avait besoin d'attention. C'était celle qui avait besoin d'aide. Moi, j'étais Mélissa. J'étais la fiable. J'étais celle qui n'avait besoin de rien. En grandissant dans notre petite ville de l'Ohio, cette dynamique était l'air que nous respirions. Si une lampe se cassait, on supposait que Diane l'avait heurtée en dansant ou en faisant une crise de colère. Si la lampe devait être réparée, on supposait que je trouverais la colle et que je remettrais les morceaux en place. Mes parents, Linda et Robert, ne l'ont jamais dit à voix haute. Ils ne nous ont jamais assises pour nous dire « Mélissa, tu comptes moins que ta sœur ». Mais ils l'ont dit de 1000 autres façons. Je me souviens d'un mardi, j'avais 16 ans. J'étais rentré à la maison avec un test de maths très difficile. J'avais étudié pendant 3 nuits d'affilée. J'étais fier. Je suis entré dans la cuisine, la copie du test à la main, prête à la leur montrer, mais la cuisine était chaotique. Diane, qui avait alors 14 ans, pleurait à table. Ma mère lui caressait les cheveux. Mon père était au téléphone, l'air stressé. Que s'est-il passé ? Ai-je demandé en baissant ma copie. Diane s'est fait prendre à sécher le cours de gym, a dit ma mère, la voix pleine d'inquiétude. Le principal veut la suspendre. On essaie de régler ça. Oh, ai-je dit. Mélissa, chérie, a dit mon père en couvrant le combiné du téléphone. Peux-tu commencer le dîner ? Ta mère est contrariée. J'ai posé ma copie sur le comptoir. Elle est restée là, à côté d'une pile de courrier. J'ai épluché des pommes de terre et préparé un pain de viande pendant que mes parents réconfortaient Diane pour quelque chose qu'elle avait mal fait. Personne n'a jamais regardé le test. Le lendemain matin, il avait disparu. Ma mère l'avait jeté avec le courrier indésirable. C'était le schéma. Diane créait un désordre. Je nettoyais les bords. Mes parents se concentraient entièrement sur elle. En grandissant, les enjeux sont devenus plus élevés. Les désordres sont devenus plus chers. J'ai déménagé en ville dès que j'ai pu. J'ai trouvé un travail dans une compagnie d'assurance. J'ai travaillé dur. Je suis arrivé tôt. Je suis resté tard. J'ai économisé mon argent. Je pensais que si je mettais de la distance entre nous, la dynamique changerait. Je pensais que si je réussissais, il me regarderait avec fierté au lieu de simple soulagement. J'avais tort. La distance signifiait simplement qu'ils devaient m'appeler quand ils avaient besoin de quelque chose. La première fois que c'est arrivé, j'avais 24 ans.
Je venais de recevoir ma première promotion. Je me sentais adulte. Je me sentais libre. Le téléphone a sonné à 23 heures. C'était ma mère. Mélissa. Sa voix était tendue. Maman, tout va bien? Mon cœur a commencé à s'emballer. J'ai cru que quelqu'un était mort. C'est Diane, a-t-elle dit. Elle a des ennuis. Elle a des factures en retard. La compagnie d'électricité va lui couper le courant demain. Elle a un bébé, Mélissa. Elle a Noah. Noah avait alors 2 ans. C'était un bébé mignon. Il était innocent. C'est combien, ai-je demandé. 400 $, a dit maman. On ne les a pas avant le 1er du mois. La pension de ton père n'est pas encore arrivée. J'ai regardé mon petit appartement. J'avais 500 $ sur mon compte d'épargne. C'était mon fonds d'urgence. C'était mon filet de sécurité. Je peux l'envoyer, ai-je dit. Oh, Dieu merci, a dit maman. Tu es une si bonne fille, Mélissa. Tu es toujours si fiable. On te remboursera. J'ai viré l'argent le lendemain matin. Ils ne m'ont jamais remboursé et n'en ont jamais reparlé. Ces 400 $ étaient la graine. Au cours des 15 années suivantes, cette graine a poussé pour devenir une forêt de transactions. Ce n'était pas seulement des urgences. C'est devenu un style de vie. Diane m'appelait en pleurant à propos de sa voiture. C'est la transmission, Mélissa. Comment puis-je emmener Noah à l'école sans voiture? Je payais la réparation. Mon père m'appelait, l'air fatigué. Le toit fuit, Mel. Je suis trop vieux pour monter là-haut et on n'a pas l'argent pour un entrepreneur en ce moment. Je payais l'entrepreneur. Je me disais que j'étais une bonne fille. Je me disais que c'est ce que les familles font. Elles s'entraident. Mais au fond, il y avait une vérité plus sombre. J'étais seul. Je n'avais pas de mari. Je n'avais pas d'enfant à moi. Je travaillais 60 heures par semaine. Ma famille était le seul lien que j'avais. J'ai commencé à croire que mon argent était mon ticket pour leur amour. Chaque fois que j'écrivais un chèque, je recevais un moment d'éloge. Tu es une sauveuse, Mélissa. Que ferions-nous sans toi? Tu es le roc de cette famille. Ces mots étaient comme une drogue. J'avais besoin de les entendre. J'avais besoin de me sentir nécessaire. Si je ne pouvais pas être la préférée, au moins je pouvais être l'essentiel. Mais la fiabilité a un inconvénient. Quand on est toujours là, les gens arrêtent de remarquer qu'on est là. On devient comme les lattes du plancher. Essentiel, oui. Mais les gens ne remarquent les lattes que quand l'une d'elles se casse. Je me souviens d'un Noël il y a 3 ans. Je venais de rembourser une énorme dette de carte de crédit pour Diane. Elle l'avait accumulée en achetant des vêtements et des vacances qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mes parents m'avaient supplié de l'aider à se remettre sur pied. Cela m'a coûté 6 000 $. Je suis rentré à la maison pour Noël avec un coffre plein de cadeaux. J'avais acheté de belles choses pour tout le monde, une nouvelle montre pour papa, un pull en cachemire pour maman, une console de jeu pour Noah. Nous nous sommes assis autour du sapin. Diane m'a tendu une petite boîte emballée. Joyeux Noël, sœurette, a-t-elle dit en souriant. Je l'ai ouverte. C'était une bougie parfumée. L'étiquette était encore au fond. Elle venait d'un magasin discount, 4,99 $. J'ai regardé la bougie. Puis j'ai regardé la pile de cadeaux chers que je leur avais donnés. J'ai regardé la dette de 6 000 $ que j'avais effacée. Merci, ai-je dit. C'est à la vanille, a dit Diane. Je sais que tu aimes les choses simples. Ma mère a ajouté, Diane l'a emballé elle-même. N'est-ce pas mignon? Je suis restée assise, tenant la bougie bon marché, et j'ai senti un cri monter dans ma gorge. Ce n'était pas une question de prix. C'était une question d'effort. C'était une question de pensée. Je valais 6 000 $ de sauvetage pour eux, mais je ne valais pas 5 minutes de réflexion pour un cadeau. J'ai regardé Noah, qui déchirait le papier d'emballage de la console chère que je lui avais achetée. Il ne m'a même pas regardé. Il l'a simplement branché à la télé et a commencé à jouer. Dis merci à ta tante Mélissa, a dit mon père, mais il regardait déjà le match à l'écran. Merci, a marmonné Noah, les yeux rivés sur la télé. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre de vin. Je me suis tenu près de l'évier et j'ai regardé la neige dans le jardin.
Pourquoi fais-tu ça, me suis-je demandé. Parce que si j'arrête, à chuchoter la voix dans ma tête, ils n'auront plus de raison de m'inviter. C'était le mensonge que je me racontais. Je pensais que j'achetais la sécurité. Je pensais que j'assurais ma place à table. Je ne réalisais pas que je creusais en fait un trou. Et à chaque chèque que j'écrivais, je leur tendais une pelle pour le creuser plus profondément. Au moment où Noah a eu 18 ans, je n'étais plus seulement une sœur ou une fille. J'étais un distributeur automatique avec un pouls. J'étais la tante triste. Je ne savais tout simplement pas qu'il m'appelait comme ça jusqu'à la nuit de la fête. Mais en y repensant, les signes étaient toujours là. C'était moi qui payais les dîners, mais c'était moi qui étais assise au bout de la table où la conversation ne pouvait pas m'atteindre. C'était moi qui réservais les vacances en famille, mais c'était moi qui avais la pire chambre parce que Diane a besoin d'espace pour son anxiété. Fiable, invisible. Je portais ces mots comme un lourd manteau. Je pensais qu'il me tenait chaud. Je ne réalisais pas qu'il m'étouffait. Le vrai piège ne s'est refermé que lorsque Noah a obtenu son diplôme d'études secondaires. C'est à ce moment-là que la toile s'est resserrée autour de moi. Noah était un gamin intelligent, mais il était paresseux. Il avait le charme de Diane et l'entêtement de mon père. Il a été accepté dans une université privée décente dans l'état voisin. C'était une bonne école. C'était aussi incroyablement cher. Diane n'avait aucune économie, zéro. Elle avait passé 20 ans à vivre d'un chèque de paie à l'autre. Et quand les chèques de paie s'épuisaient, elle vivait de mes dons. Elle n'avait pas mis un seul centime de côté pour son éducation. La lettre d'acceptation est arrivée en avril. La panique s'est installée en mai. Je me souviens clairement de ce jour. C'était un dimanche. Ma mère m'a appelé et m'a demandé de venir pour un dîner de famille spécial. On doit fêter Noah, a-t-elle dit. J'ai conduit 2 heures jusqu'à leur maison. J'ai acheté un gâteau en chemin. Quand je suis arrivé, l'ambiance était étrange. Ce n'était pas festif. C'était tendu. Nous avons mangé du poulet rôti en silence. Les yeux de Diane étaient rouges et gonflés. Noah envoyait des textos sous la table. Mon père poussait des petits pois dans son assiette. Après le dîner, mon père s'est éclairci la gorge. Mélissa, a-t-il dit. On a un problème. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé en me préparant. Le dossier d'aide financière de Noah est revenu, a dit Diane, la voix tremblante. Ce n'est pas assez. Ils veulent. Ils veulent beaucoup d'argent, Mélissa. Et ils ont besoin d'un cosignataire pour les prêts parce que mon crédit est. Eh bien, tu sais. Je savais. La cote de crédit de Diane était un désastre. Combien? Ai-je demandé. 30 000 $ par an, a dit Noah. Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. Plus le logement. J'ai fait le calcul dans ma tête. Sur 4 ans, plus de 120 000 $. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit doucement. Peut-être devriez-vous regarder une université d'État ou un community college pendant 2 ans. La pièce a explosé. Comment peux-tu dire ça, a crié Diane en frappant sa main sur la table. Il a été accepté dans une université privée. C'est son avenir. Tu veux qu'il reste ici et qu'il devienne un raté? Tu veux qu'il finisse comme moi? Diane, calme-toi, a dit mon père, mais il m'a regardé avec déception. Mel, c'est l'avenir du garçon. C'est le premier des petits-enfants à aller dans une vraie université. On ne peut pas laisser l'argent se mettre en travers. Ce n'est pas seulement de l'argent, papa, ai-je dit. C'est de la dette. Si je co-signe, je suis responsable s'il ne paie pas, il paiera, a pleuré Diane. Il va trouver un super travail. Il va réussir. N'est-ce pas, Noah? Ouais, a dit Noah. Il avait l'air de s'ennuyer. Je serai riche. Je te rembourserai. Détends-toi, tante Mélissa. Je les ai regardés. J'ai regardé ma mère, dont les mains étaient jointes en prière. J'ai regardé mon père, qui avait l'air si vieux et si fatigué. J'ai regardé Diane, qui était désespérée. Et j'ai regardé Noah. Il était leur espoir. Il était la seule chose sur laquelle ils étaient tous d'accord. Si je disais non, je serais la méchante. Je serais la raison de l'échec de Noah. Je serais la tante égoïste qui avait de l'argent mais ne voulait pas le partager. D'accord, ai-je dit. Le mot avait le goût de la cendre dans ma bouche.
Je co-signerai les prêts. Le soulagement dans la pièce a été instantané. Diane m'a serré dans ses bras. Ma mère a pleuré. Même Noah m'a fait un high five. Tu es la meilleure, Mel, a chuchoté Diane. Je te promets que tu ne le regretteras pas, mais cela ne s'est pas arrêté au prêt. 2 mois plus tard, Diane m'a appelé. Les dortoirs sont horribles, a-t-elle dit. Il ne peut pas y étudier. C'est trop bruyant. Il a trouvé un appartement hors campus. C'est parfait, mais le propriétaire a besoin d'un garant et la caution est de $2000. Diane, ai-je dit, il est en première année. Il devrait être dans les dortoirs. Il a de l'anxiété, a-t-elle insisté, comme moi. Il a besoin de son propre espace. S'il te plaît, Mélissa, signe juste le papier. Je paierai le loyer. Je savais qu'elle ne paierait pas le loyer. Je le savais. Mais j'avais déjà co-signé les prêts. S'il abandonnait parce qu'il était anxieux dans les dortoirs, les prêts seraient gaspillés. J'étais déjà trop engagé. J'ai signé le bail. J'ai payé la caution. Puis sont venues les petites choses. Il a besoin d'un ordinateur portable pour son cours d'ingénierie. $1200. Je l'ai payé. Il a besoin d'un plan repas parce qu'il ne sait pas cuisiner. $800. Je l'ai payé. Son assurance auto est due. $400. Je l'ai payé. Mes propres finances ont commencé à être tendues. Je gagnais bien ma vie, mais je n'étais pas riche. J'ai arrêté d'aller dîner avec mes amis. J'ai annulé mes vacances en Italie que je planifiais depuis 5 ans. J'ai commencé à acheter des produits génériques. Je vivais comme une étudiante pour que mon neveu puisse vivre comme un roi. J'ai suivi ses dépenses. J'ai vu les frais sur la carte de crédit que je lui avais donnée pour les urgences. Magasin d'alcool, magasin de jeux vidéo, Uber Eats, note de bar. J'ai appelé Diane. Il dépense de l'argent en bière et en jeux, lui ai-je dit. Oh, laisse-le vivre un peu, a-t-elle lancé. L'université est censée être amusante. Ne sois pas si prude, Mélissa. Il est stressé. Il a besoin de se défouler. Je paie pour ce défoulement, ai-je dit. Tu investis dans son avenir, m'a-t-elle corrigé. Arrête de compter chaque centime. C'est de mauvais goût. De mauvais goût. C'est ce qu'elle a dit. Je travaillais tard le soir, je ratais ma propre vie, je stressais à cause de mon compte en banque. Et elle m'a traité de mauvais goût. Mais j'ai continué à payer. J'ai continué à payer parce que j'avais peur de l'alternative. J'avais peur que si j'arrêtais, tout le château de cartes s'effondrerait. Noah abandonnerait. Diane me blâmerait. Mes parents me regarderaient avec ses yeux tristes et déçus. J'étais piégé dans une toile que j'avais moi-même tissée. Je les avais entraînés à m'utiliser. Je leur avais appris que mes limites étaient en papier. Je pensais que j'étais l'héroïne. La réalité était beaucoup plus triste. Je souscrivais à leur déni. Je payais pour qu'ils prétendent être des gens prospères et fonctionnels. Diane pouvait prétendre qu'elle était une bonne mère qui envoyait son fils dans une université privée. Noah pouvait prétendre qu'il était un caïd sur le campus. Mes parents pouvaient prétendre que leur famille était florissante. Et moi? J'étais le moteur dans le sous-sol, sale, bruyant, et travaillant des heures supplémentaires pour que les lumières restent allumées à l'étage. Personne ne visitait le sous-sol. Personne ne remerciait le moteur. Il se plaignait juste si le courant vacillait. La pression s'est accumulée en moi pendant 3 ans. 3 ans d'augmentation des frais de scolarité, 3 ans d'augmentation de loyer, 3 ans d'urgence. Au moment où nous sommes arrivés à la fête du 60e anniversaire de mon père, j'étais épuisé. J'étais spirituellement et financièrement vidé. J'ai conduit jusqu'à la fête, me sentant lourde. Je venais de payer les frais de scolarité du printemps de Noah. C'était une lutte. J'ai dû puiser dans mes économies de retraite. Je voulais le dire à quelqu'un, mais je savais qu'il s'en ficherait. Je suis entré dans la fête en espérant un sourire, en espérant un merci, en espérant que quelqu'un me tendrait un verre de vin et me demanderait « Comment vas-tu, Mélissa ? Est-ce que ça va ?» Au lieu de ça, j'ai eu Noah debout sur une chaise. J'ai eu le gobelet rouge. J'ai eu la vérité. Tu n'es que la tante triste qui achète l'amour. Il ne le savait pas, mais il m'a rendu service. Il a pris un couteau et a coupé la toile.
Il m'a montré exactement ce que mon investissement avait acheté. Il n'avait pas acheté l'amour. Il n'avait pas acheté le respect. Il n'avait même pas acheté la gratitude. Il m'avait acheté une place au premier rang de ma propre humiliation. Et alors que les rires se sont calmés et que la fête a continué, j'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était plus de la douleur. C'était de la clarté. C'était la sensation d'un coffre-fort de banque qui se ferme. J'ai touché mon sac à main, sentant le contour de mon téléphone et de mon ordinateur portable, mes outils. J'ai regardé Diane, qui se versait un autre verre. J'ai regardé Noah, qui faisait des high-fives à ses cousins. Profitez-en, ai-je pensé. Profitez des boissons gratuites, car le bar va fermer. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas crié. Je suis resté 1 heure de plus. J'ai mangé un morceau de gâteau. J'ai souri quand les gens me parlaient, mais mon esprit était déjà parti. J'étais déjà de retour dans mon appartement, assise à mon bureau. Je planifiais déjà le lendemain matin. Et laissez-moi vous dire, le lendemain matin allait être froid. Je me suis réveillé le lendemain matin à 6 heures. Je n'avais pas besoin de réveil. Mon corps vibrait d'une énergie étrange. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude. La colère vous fait trembler et crier. C'était froid. C'était calme. C'était comme de l'eau glacée coulant dans mes veines. Je suis resté au lit un moment, écoutant la ville à l'extérieur. Des voitures klaxonnaient. Les gens commençaient leur journée. D'habitude, je me réveillais avec un nœud d'anxiété dans l'estomac. Avais-je payé le loyer de Noah? Avais-je vérifié le rendez-vous chez le médecin de maman? Avais-je répondu au texto de Diane sur les courses aujourd'hui? Le nœud avait disparu. Je me suis assise. J'ai préparé du café. Je ne me suis pas pressé. J'ai bu toute la tasse en fixant le mur blanc de ma cuisine. Tu n'es que la tante triste qui achète l'amour. Les mots résonnaient dans ma tête, mais ils ne piquaient plus. C'était juste des faits. Il avait raison. J'avais acheté l'amour. J'avais payé un abonnement pour faire partie de ma propre famille. Et comme tout abonnement, on peut l'annuler. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait d'un blanc éclatant dans la pénombre du matin. Je me suis d'abord connecté à mon compte bancaire. J'ai regardé les chiffres. Ils étaient plus bas qu'ils ne devraient l'être pour une femme de 42 ans qui travaillait aussi dur que moi. Mais ils étaient à moi. S'ils pensent que j'achète l'amour, ai-je chuchoté à la pièce vide, ils vont voir ce qui se passe quand j'arrête de payer. J'ai créé une feuille de calcul. Je l'ai appelée la sortie. J'ai listé tous les liens financiers que j'avais avec ma famille. C'était plus long que ce que je pensais. Noah, scolarité, loyer, services publics, assurance auto, téléphone portable, Spotify, Netflix, carte de crédit d'urgence. Diane, prêt auto, cosignataire, téléphone portable, forfait familial, compte Amazon Prime, elle utilisait mon identifiant, divers services de streaming. Maman et papa, compte courant commun pour les réparations de la maison, facture internet, je la payais parce qu'ils disaient que c'était trop compliqué à configurer, service d'aménagement paysager. Le coût mensuel total était de près de 3000 $. Cela n'incluait pas les gros paiements de scolarité ni les urgences aléatoires. 3000 $ par mois. C'était l'hypothèque d'une belle maison. C'était un voyage en Europe chaque année. C'était ma liberté. J'ai fait craquer mes doigts. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais comme un chirurgien entrant dans la salle d'opération. Je devais couper la pourriture pour sauver le patient. Et le patient, c'était moi. J'ai commencé par les choses les plus faciles, les abonnements. Je me suis connecté à Netflix. Je suis allé à gérer les profils. Ils étaient là. Le profil de Noah, le profil de Diane, maman et papa. J'ai cliqué sur supprimer le profil. Êtes-vous sûr, a demandé l'écran. Oui. Clique parti. Clique parti. Clique parti. Puis j'ai changé le mot de passe pour quelque chose de complexe. J'ai fait de même pour Hulu, Disney+, Spotify et Amazon Prime. C'était peut-être mesquin, mais ce n'était pas une question de 15 $ ici ou là. C'était une question d'accès. Ils avaient l'habitude d'utiliser des choses qui m'appartenaient sans demander. Ils se sentaient en droit d'utiliser mes ressources.
Ensuite, le forfait téléphonique. Nous étions tous sur un forfait familial partagé. Je payais la facture, qui était généralement d'environ $400 par mois parce que Noah utilisait tellement de données. J'ai appelé le fournisseur. J'aimerais séparer ma ligne du groupe, ai-je dit au représentant. Je veux mon propre compte individuel. D'accord, a dit l'homme. Et pour les autres lignes? Celles se terminant par 4545, 8821 et 9902. Ce n'est plus ma responsabilité, ai-je dit. Veuillez transférer la responsabilité de la facturation au titulaire de compte ou suspendez-les. Quelle que soit la procédure standard. Eh bien, si vous supprimez votre mode de paiement, ils recevront une notification pour mettre à jour leurs informations de facturation dans les 48 heures, sinon le service sera interrompu. Parfait, ai-je dit. Faites-le. J'ai raccroché. Mon téléphone était posé sur le bureau, silencieux. Je savais que dans environ 2 heures, quand Diane essaierait de regarder un film en streaming ou que Noah essaierait de télécharger un jeu, le chaos commencerait. Mais je n'avais pas fini. Les grosses coupes étaient les suivantes. Les abonnements étaient une tape sur les doigts. Le logement et la scolarité étaient le marteau. Je me suis connecté au portail du logement de l'université. J'avais les identifiants parce que je l'avais configuré. Je suis allé à la section informations sur le garant. Il y avait un formulaire de demande de retrait du statut de garant. C'était délicat. Habituellement, on ne peut pas simplement se retirer au milieu d'un bail. Mais je savais que le bail devait être renouvelé dans 2 mois. Noah m'avait déjà envoyé le nouveau contrat à signer pour sa 3e année. Il supposait que je le signerais. Il n'avait même pas demandé. Il avait juste transféré l'email avec l'objet « Signe ça ». J'ai ouvert cet email. J'ai cliqué sur « Répondre ». Noah, je ne signerai pas le renouvellement du bail pour l'année prochaine. Tu as 60 jours pour trouver un nouveau garant ou déménager. Tu devrais demander à ta mère. Tante Mélissa. Je ne l'ai pas encore envoyé. Je l'ai sauvegardé dans les brouillons. Je voulais tout faire en même temps. Je suis allé au portail de paiement des frais de scolarité. Le paiement automatique était activé. Il était configuré pour prélever le paiement du prochain semestre, $15 000, dans 3 semaines. J'ai cliqué sur le bouton pour le désactiver. J'ai entièrement supprimé les détails de mon compte bancaire. Ensuite, j'ai appelé la société de carte de crédit, la carte d'urgence que Noah portait, celle qu'il utilisait pour les notes de bar. J'ai besoin de signaler une carte perdue, ai-je dit. D'accord, madame. Nous pouvons l'annuler et vous en envoyer une nouvelle. En fait, ai-je dit, annulez simplement cet utilisateur autorisé. Noah. Retirez-le du compte. C'est fait. La carte qu'il a sera immédiatement refusée. Merci. Mon cœur battait un peu plus vite maintenant. C'était réel. C'était l'option nucléaire. Je suis finalement allé sur le compte commun que je partageais avec mes parents. C'était un compte courant sur lequel je versais $500 chaque mois pour leurs besoins. J'ai transféré le solde, $1200, sur mon compte d'épargne personnelle. Puis j'ai cliqué sur refermer le compte. Cela m'a pris 3 heures. À 9 heures, je m'étais effectivement effacé de leur vie financière. Je me suis rassise dans mon fauteuil. Le silence dans mon appartement semblait différent maintenant. Il semblait lourd mais aussi propre, comme l'air après un orage. J'ai regardé mes brouillons de mai. J'avais l'email à Noah sur l'appartement. J'en ai écrit un autre à Diane. Diane, je me suis retiré du forfait téléphonique, des services de streaming et de l'assurance auto. Tu devras mettre en place tes propres paiements immédiatement. Je ne co-signe plus non plus pour l'école ou le logement de Noah. Ne me demande plus d'argent. Mélissa. Court, direct. Pas d'émotion. Pas de « je suis blessé », pas de « comment avez-vous pu ?» Juste des affaires. J'ai cliqué sur envoyer sur l'email de Noah. J'ai cliqué sur envoyer sur l'email de Diane. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone. Ne pas déranger. Je ne voulais pas entendre la sonnerie. Je ne voulais pas voir les textos apparaître. Je savais ce qui allait arriver. La confusion, puis la panique, puis la rage. Je n'étais pas encore prête à entendre leur voix. Je devais laisser la réalité s'installer pour eux. Je me suis levé et je me suis étiré.
Mon dos a craqué. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Les gens se précipitaient au travail, stressés, pressés. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de ne pas me presser. J'avais l'impression d'être descendu d'un tapis roulant qui tournait trop vite. Ce n'était pas de la vengeance. Je devais me le répéter. La vengeance, c'est essayer de blesser quelqu'un parce qu'il vous a blessé. Il ne s'agissait pas de les blesser. Il s'agissait de guérison. Je saignais depuis 20 ans. Je venais d'appliquer un garrot. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé le petit déjeuner. Toast, fruits. Un vrai petit déjeuner. D'habitude, je prenais juste une barre de céréales parce que j'étais trop occupé à m'inquiéter de tout le monde. En mangeant, j'ai regardé mon téléphone. L'écran était sombre, mais il s'est allumé. Une notification, puis une autre, puis une autre. Le téléphone a commencé à vibrer. Il a bourdonné contre la table en bois. BZZ, BZZ, BZZ. C'était comme un insecte en colère. Je l'ai regardé pendant 1 minute. J'ai vu les noms clignoter à l'écran. Diane, 3 appels manqués. Noah, texto, c'est quoi ce bordel? Maman, message vocal. Diane, texto, Mélissa, décroche le téléphone tout de suite. J'ai pris une autre bouchée de mon toast. C'était délicieux. J'ai pris le téléphone, mais je n'ai pas répondu. Je l'ai complètement éteint. Je l'ai mis dans un tiroir de la cuisine. Puis je suis allé dans le salon, j'ai pris un livre et je me suis assise sur le canapé. La réaction avait commencé. Mais pour la première fois, je n'allais pas la gérer. Je n'allais pas la réparer. J'allais juste la laisser se produire. Le silence a duré environ 4 heures. C'est le temps que j'ai laissé mon téléphone dans le tiroir. Quand je l'ai finalement sorti, l'écran était presque chaud au toucher. Il avait beaucoup travaillé pendant que je lisais mon livre. Les chiffres étaient impressionnants, 47 appels manqués, 82 messages textes, 12 messages vocaux. Je me suis assise à ma table de cuisine et je les ai fait défiler. C'était fascinant, d'une manière malsaine. On pouvait voir les étapes du deuil se dérouler en temps réel. Étape 1, la confusion. 9h15 Noah, salut Mel. Netflix ne marche pas, mot de passe changé? Diane, Mélissa, as-tu une nouvelle carte? La commande Amazon n'est pas passée. Étape 2, la panique. 10h30 Noah, je viens de recevoir un email à propos du bail. C'est une blague? Diane, pourquoi mon service téléphonique est-il suspendu? Je ne peux pas passer d'appel. J'utilise le Wi-Fi pour envoyer des textos. Que se passe-t-il? Maman, Mélissa, chérie, ça va? Papa a essayé d'utiliser la carte commune à la quincaillerie et elle a été refusée. Étape 3, la rage. 12h Noah, tu as annulé ma carte de crédit. Je suis au déjeuner et je ne peux pas payer. J'ai l'air d'un idiot. C'est quoi ton problème? Diane, décroche le téléphone. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Sais-tu combien ça coûte? Diane, tu es incroyablement égoïste. J'ai un enfant à l'université. Étape 4, la culpabilité. 13h45, papa, Mélissa, ta mère pleure. Elle pense que tu es malade ou que tu as des ennuis. S'il te plaît, appelle-nous. Les familles devraient s'entraider, pas se blesser. Maman, on t'aime, Mélissa. S'il te plaît, ne fais pas ça. Quoi que Noah ait dit, il ne le pensait pas. Ce n'est qu'un garçon. J'ai lu ce dernier 2 fois. Il ne le pensait pas. Ce n'est qu'un garçon. Il avait 22 ans. C'était un homme. Et il pensait chaque mot. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je savais que si j'envoyais un seul texto, cela ouvrirait les vannes. Ils sentiraient une faiblesse. Ils argumenteraient, supplieraient et me manipuleraient jusqu'à ce que je cède. Le silence, ai-je découvert, était sa propre frontière. C'était un mur qu'il ne pouvait pas escalader car il n'y avait pas de prise. Le soir, le ton des textos a de nouveau changé. Ils sont devenus menaçants. Diane, si tu ne règles pas ça d'ici demain, je viens à ton appartement. J'ai regardé ce texto et j'ai ressenti une lueur de peur. Diane pouvait être bruyante. Elle pouvait être dramatique. La dernière chose que je voulais, c'était une scène dans le couloir de mon immeuble.
Mais ensuite, je me suis souvenu. Je payais son essence. Je payais son assurance auto. J'ai tapé un seul message. Je l'ai envoyé dans la conversation de groupe les impliquant tous. Je suis en sécurité. Je suis en bonne santé. Je prends une pause de mes responsabilités financières pour me concentrer sur mon propre avenir. Ne venez pas à mon appartement. Si vous le faites, je n'ouvrirai pas la porte. Puis je les ai bloqués pour la nuit. Je me suis couché tôt. Je pensais que j'allais me tourner et me retourner. Je pensais que j'allais être consumé par la culpabilité. Le message vocal de ma mère, sa voix en pleurs, fonctionnait généralement sur moi comme par magie. Mais ce soir, je me sentais juste fatigué. Le bon genre de fatigue. Le genre que l'on ressent après une longue journée de travail physique. J'ai dormi 9 heures. 2 jours plus tard, l'embuscade a eu lieu. J'aurais dû savoir qu'ils ne laisseraient pas tomber si facilement. Je les avais débloqués parce que je devais m'assurer que personne n'était en train de mourir, mais j'ai gardé mes réponses à 0. Puis un texto est arrivé de mon père. Mélissa, on doit parler. Juste parler. Pas de cris. Retrouve-nous au Garden Café dimanche à 11 heures. S'il te plaît, pour moi. Le Garden Café. C'était notre endroit. On y allait pour la fête des mères, pour les anniversaires. C'était un terrain neutre. J'ai hésité à y aller, mais une partie de moi avait besoin de les voir. J'avais besoin de voir si je pouvais m'asseoir en face d'eux et ne pas m'effondrer. J'avais besoin de tester ma nouvelle résolution. D'accord, ai-je répondu par texto. J'y serai. Le dimanche matin est arrivé. Je me suis habillé avec soin. J'ai mis un blazer bien coupé et un pantalon ajusté. J'ai mis des talons. Je voulais avoir l'air de la femme professionnelle que j'étais, pas de cette tante triste dans le coin. Je suis arrivé à 11 heures précises. Ils étaient déjà là. Ils avaient réservé une banquette au fond. Diane avait l'air débraillée. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Noah était avachi, portant un sweat à capuche, regardant la table. Mes parents avaient l'air petits et fragiles. La serveuse posait juste des verres d'eau quand je me suis approché. Mélissa. Ma mère s'est levée, les bras ouverts. Elle avait l'air prête à me serrer dans ses bras et à pleurer. Je ne suis pas entré dans l'étreinte. Je me suis arrêté au bord de la table. Bonjour, maman, ai-je dit. Ma voix était stable. Elle a faibli, ses bras tombant le long de son corps. Assieds-toi, chérie. Commande ce que tu veux. C'est papa qui régale. C'est papa qui régale. J'ai regardé mon père. Avec quelle carte, papa? Mon père a tressailli. Mélissa, ce n'est pas on a du liquide. Je suis resté debout. Je n'ai pas faim. Assieds-toi, a lancé Diane. Arrête de faire comme si tu étais meilleur que nous. Je ne pense pas être meilleur que vous, Diane, ai-je dit calmement. Je pense juste que j'en ai fini de payer pour vous. C'est ridicule, a sifflé Diane, regardant autour d'elle pour voir si d'autres clients regardaient. Tu as coupé mon téléphone. Tu as annulé le logement de Noah. Tu veux qu'il soit à la rue? Il ne sera pas à la rue, ai-je dit. Il peut trouver un travail, ou il peut vivre dans les dortoirs, ou il peut vivre avec toi. Je n'ai pas de place, a pleuré Diane. Alors il ferait mieux de trouver un travail, ai-je dit. Noah a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient sombres de colère. Tu ruines ma vie à cause d'une blague. J'étais ivre. Mon Dieu, tu es si sensible. Ce n'était pas une blague, Noah, ai-je dit. C'était la vérité. Tu me vois comme un compte en banque. Et tu avais raison. J'achetais votre amour. C'était une transaction. Et maintenant, la transaction est terminée. On t'aime, Mélissa, a sangloté ma mère. On ne se soucie pas de l'argent. Bien, ai-je dit. Alors ça ne devrait rien changer. Si vous m'aimez pour moi, alors ça ne vous dérangera pas que l'argent soit parti. On peut toujours être une famille. Juste une famille où chacun paie ses propres factures. La table est devenue silencieuse. Ils me fixaient. Ils ne savaient pas quoi dire parce que j'avais déjoué leur bluff. S'ils admettaient qu'ils étaient en colère à propos de l'argent, ils admettaient qu'ils m'utilisaient. S'ils disaient qu'ils n'étaient pas en colère,
il n'avait aucune raison de crier. Alors j'ai continué, Y a-t-il autre chose? Parce que si cette réunion a pour but de récupérer l'argent, je m'en vais. Diane a frappé sa main sur la table. Tu as promis. Tu as co-signé ces prêts. Tu ne peux pas simplement te retirer. En fait, je peux, ai-je dit. J'ai lu le contrat. Je peux me retirer en tant que garant avec un préavis de 60 jours avant la période de renouvellement, ce que j'ai fait. Tu as 60 jours, Diane. Débrouille-toi. Tu es une, a marmonné Noah. Mon père a eu un hoquet de surprise. Noah. Mais il ne lui a pas dit de s'excuser. Il avait juste l'air choqué. J'ai regardé Noah. Peut-être, ai-je dit, mais je suis une riche. Et tu es un étudiant fauché avec une mauvaise attitude. J'ai regardé les 4 visages. L'ordre du jour était clair. Il voulait me culpabiliser, me harceler et me faire honte pour que je me soumette. Il voulait que l'ancienne Mélissa revienne. Celle qui s'excuserait d'être contrariée. Celle qui écrirait un chèque juste pour faire cesser les cris. Elle n'était pas là. Si c'est une question de contrôle, gardez la table, ai-je dit. Je me suis détourné. Mélissa, attends, a appelé mon père. Je n'ai pas attendu. Je suis sorti du café. Sortir était plus facile la deuxième fois. La première fois, à la fête, je me sentais humilié. Cette fois, je me sentais puissante. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Le soleil brillait. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes et j'ai pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient un peu, mais pas de peur. D'adrénaline. Je l'avais fait. Je les avais affrontés, et je n'avais pas cédé d'un pouce. J'ai démarré le moteur. J'ai conduit jusqu'au parc. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les canards flotter sur l'étang. J'ai vérifié mon compte en banque sur mon téléphone. Le solde était exactement là où il était ce matin. Pas de retrait, pas de transaction en attente. J'ai souri. C'était un petit sourire, mais il était réel. Les semaines qui ont suivi le brunch ont été difficiles. Je ne mentirai pas en disant que c'était facile à regarder. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Quand on retire la pierre angulaire d'un bâtiment, les murs ne restent pas debout, ils se fissurent, puis ils s'effondrent. La première fissure a été Noah. Sans ma carte d'urgence et mes paiements de scolarité, son style de vie a heurté un mur. Il a essayé de rester dans son appartement hors campus, mais le propriétaire était sérieux. Quand les 60 jours ont été écoulés et qu'aucun nouveau garant n'a signé les papiers, Noah a été expulsé. Je l'ai appris par un cousin. Noah a dû retourner vivre chez Diane. Cela a conduit à la deuxième fissure, Diane. La petite maison de Diane n'était pas faite pour 2 adultes avec une anxiété élevée et aucune patience. Noah était en colère d'avoir perdu sa liberté. Diane était stressée par ses factures. Sans mes subventions pour son téléphone, sa voiture et ses services de streaming, son salaire était parti avant même d'arriver sur son compte. Les disputes ont commencé. Mon cousin m'a dit que la police avait été appelée une fois. Une plainte pour tapage. Des cris. Puis sont venus mes parents. Linda et Robert avaient toujours compté sur la paix que j'achetais. J'étais le tampon. J'étais celle qui résolvait les problèmes pour qu'ils n'aient pas à stresser. Maintenant, sans moi, Diane les appelait pour de l'argent. Noah les appelait pour se plaindre. Ils étaient soudainement exposés au chaos brut et non filtré de leur autre fille. Ils ont essayé de me joindre. Ils ont envoyé des singes volants, des tantes, des oncles, de vieux amis de la famille. Ta mère est si inquiète pour toi. Ta sœur a vraiment des difficultés. Ne peux-tu pas l'aider juste pour quelques mois? Noah est déprimé. Il pourrait abandonner ses études. Des rumeurs ont commencé à circuler dans notre petite ville natale. Mélissa a perdu la tête. Mélissa fait sa crise de la quarantaine. Mélissa a rejoint une secte. Je les ai laissés parler. Je me souviens d'avoir rencontré une vieille voisine, Madame Gable, à l'épicerie de la ville. Elle m'a regardé avec pitié. J'ai entendu parler des problèmes, a-t-elle chuchoté en me touchant le bras. Tes pauvres parents. Ils disent que tu as coupé les ponts avec tout le monde. Ils disent que tu n'es plus toi-même. Je lui ai souri. J'avais l'air en bonne santé. Ma peau était nette. J'avais perdu les cernes sous mes yeux.
Je portais un nouveau manteau que j'avais acheté avec l'argent que j'avais économisé en un seul mois. En fait, Madame Gable, ai-je dit. Je n'ai jamais été autant moi-même. J'espère qu'ils s'en sortiront. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Un soir, j'ai reçu un email de l'université. C'était une notification que Noah s'était retiré du semestre à venir. J'ai fixé l'écran. Une partie de moi, l'ancienne Mélissa, a ressenti une pointe de culpabilité. Il a abandonné. Tu as ruiné son avenir. Mais ensuite, j'ai corrigé la pensée. Je n'ai pas ruiné son avenir. J'ai arrêté de payer pour un avenir qu'il ne méritait pas. S'il le voulait, il pouvait travailler pour l'obtenir. Il pouvait prendre des prêts à son nom. Il pouvait travailler la nuit. Des millions de personnes le faisaient. Je l'ai fait. Ils n'étaient pas brisés parce que je suis parti. Ils étaient enfin sans protection. Ils sentaient enfin le poids de leur propre vie. Et ce poids était lourd. Le point culminant n'est pas arrivé avec un cri. C'est arrivé avec un coup à ma porte. C'était un mardi soir. Je préparais le dîner. Du risotto. Il faut de la patience pour cuisiner du risotto. Il faut le remuer constamment. J'appréciais le rythme. Puis la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. C'était mon père. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Ses épaules étaient affaissées. Il portait son bon manteau, celui qu'il mettait pour l'église. Il était seul. Mon cœur battait la chamade. C'était la partie la plus difficile. Mon père avait toujours été le gentil. Il n'était pas méchant comme Diane. Il n'était pas dramatique comme ma mère. Il était juste passif. Il laissait les choses se faire. J'ai hésité à ouvrir la porte. Je pouvais faire comme si je n'étais pas à la maison, mais les lumières étaient allumées. Il savait que j'étais là. J'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas reculé. J'ai rempli l'embrasure de la porte. « Salut, papa », ai-je dit. « Mélissa », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. Puis-je entrer ? Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui avait vu son petit-fils m'humilier et n'avait rien dit. J'ai regardé l'homme que j'avais laissé payer pour son toit, sa voiture et son confort pendant 20 ans sans jamais demander si j'allais bien. « Non, papa », ai-je dit doucement. « Tu ne peux pas », il a eu l'air choqué. J'ai conduit 2 heures. « Je sais », ai-je dit, et j'apprécie le trajet, mais si tu entres, tu vas me demander de régler les choses. Tu vas me dire que maman est malade, ou que Diane est endettée, ou que Noah a besoin d'une seconde chance, et je vais devoir dire non, et ça nous fera mal à tous les deux. Alors, sautons cette partie. Tu me manques, a-t-il chuchoté, les larmes lui montant aux yeux. Tu me manques aussi, ai-je dit. Et je le pensais. Mais ce que tu me faisais ressentir ne me manque pas, être le portefeuille ne me manque pas, être l'invisible ne me manque pas, on peut changer, a-t-il dit. On peut arranger ça. Vous ne pouvez pas arranger ça avec moi dans la pièce, ai-je dit. Vous devez apprendre à être une famille. Sans mon argent. Vous devez apprendre à vous soutenir les uns les autres. Tant que je serai là, vous ne le ferez jamais. Il m'a fixé pendant un long moment. Il a vu la résolution sur mon visage. Il a vu que la fille qui désirait autrefois son approbation avait disparu. Tu ne reviens vraiment pas, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Non, ai-je dit. Je ne reviens pas, il a hoché la tête lentement. Il a essuyé ses yeux avec un mouchoir. Il a regardé le sol, puis de nouveau moi. Tu as l'air bien, Mel, a-t-il dit. Tu as l'air forte. Je le suis, ai-je dit. Il s'est retourné et a descendu le couloir. Il n'a pas regardé en arrière. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. Clic, cette nuit-là, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai effectué la dernière tâche administrative. J'ai fermé tous les comptes comme un restant. J'ai retiré mon nom des quelques répertoires où nous étions encore liés. J'ai bloqué définitivement les cartes de crédit partagées. 2 jours plus tard, un colis est arrivé. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. C'était celle de ma mère. J'ai apporté la boîte à l'intérieur. J'ai coupé le ruban adhésif. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, les albums de famille, ceux qui étaient habituellement sur l'étagère de leur salon.
Il n'y avait pas de mots. Le message était clair. Si tu es dehors, tu es dehors. Tu n'appartiens plus à notre histoire. J'ai ouvert un album. J'ai vu des photos de moi bébé. Des photos de moi diplômé. Des photos de moi tenant Noah quand il est né. Ça a fait mal. Bien sûr que ça a fait mal. C'était comme une amputation. Mais ensuite, j'ai regardé de plus près. Sur la photo de remise des diplômes, mes parents regardaient Diane. Sur les photos de bébé, j'étais toujours en arrière-plan. J'ai fermé l'album. Je n'ai pas pleuré. J'ai scotché la boîte. J'ai conduit jusqu'au centre de Don Godwill. Ce sont des photos de famille, a dit la bénévole, l'air confuse. Êtes-vous sûr de vouloir les donner? On les jette généralement si personne n'achète les cadres. J'en suis sûr, ai-je dit. Gardez les cadres. Ce sont de beaux cadres. Vous pouvez jeter les photos. D'accord, a-t-elle dit. Je suis retourné à ma voiture. Je me sentais plus légère. Les adieux n'ont pas toujours besoin de mots. Parfois, ils ont juste besoin d'une boîte vide. Cela fait 8 mois depuis la fête. Ma vie est calme maintenant. Je me réveille quand je veux. Je bois mon café chaud. Mon téléphone ne vibre pas d'urgence. Mon compte en banque grossit chaque mois. J'ai entendu dire, car les petites villes parlent toujours, que les choses se sont installées dans une nouvelle normalité à la maison. Noah travaille dans la construction. Il vit avec Diane. J'ai entendu dire qu'il mûrit un peu. Le travail dur fait ça. Diane a déménagé. Elle a vendu sa maison et a emménagé dans un appartement plus petit. Elle a trouvé un deuxième emploi. Elle est fatiguée, mais elle s'en sort. Mes parents ont arrêté de faire semblant de s'inquiéter. Ils ont arrêté d'essayer de me joindre. Je pense qu'ils ont finalement réalisé que je pensais ce que je disais. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai quitté un schéma. La semaine dernière, j'ai réservé un voyage. Pas pour une réunion de famille, pas pour un mariage. J'ai réservé un billet pour l'Italie. Le voyage que j'ai annulé il y a 3 ans pour payer les frais de scolarité de Noah. J'y vais seul. Les gens me disent qu'être seul est triste. Ils disent qu'une femme de mon âge devrait avoir de la famille autour d'elle. Ils disent que couper les ponts est contre nature. Mais ils ne connaissent pas la paix d'un silence qui n'est pas rempli de besoins. Je suis assise dans mon appartement et je regarde les murs. Ils sont à moi. La nourriture dans le frigo est à moi. L'avenir devant moi est à moi. Je me souviens des mots de Noah une dernière fois. Tu n'es que la tante triste qui achète l'amour. Je souris. Je ne suis pas triste. Et je n'achète plus rien. Je suis libre. Et pour la première fois en 40 ans, je m'aime assez pour le rester.